Aujourd'hui, je voulais qu'on puisse avoir un échange entre collègues Oui. sur la question de la psychologie et plus Oui. particulièrement, je souhaiterais vous interroger aujourd'hui sur la psychologie de l'enfant Ok. et la prise en charge des enfants victimes de violences et des enfants de la rue. Mais pour commencer, Oui. je vais vous demander de bien vouloir vous présenter au public D'accord. ce que vous faites et qui vous êtes. Je m'appelle Kouraou Wenkouni Valentin et je suis psychologue clinicien. Et j'ai commencé à exercer dans le domaine depuis 2010-2011, notamment avec les enfants de la rue, au niveau de l'action éducative en milieu ouvert de Ouagadougou. J'ai eu à effectuer aussi plusieurs prestations avec des associations ONG de la place, notamment avec des orphelinats, des associations de défense des victimes de violences basées sur le genre, notamment aussi les femmes et les enfants de la planche. Bien. Donc, je sais que vous avez eu une expérience assez conséquente avec les enfants de la rue, avec les enfants victimes de violences. Oui. Donc, j'aimerais que vous nous dites un peu quelques mots sur la psychologie de l'enfance et pour situer un peu les personnes qui nous écoutent, en quoi consiste la psychologie de l'enfant, qu'est-ce qu'on étudie dans la psychologie de l'enfant. Et ensuite, j'aimerais bien que vous nous instruisiez un peu sur la prise en charge des enfants de la rue et la prise en charge des enfants victimes de violences. Donc on va commencer par revoir quelques aspects importants pour que les gens soient bien situés sur la psychologie de l'enfant, sur les stades de développement, sur les étapes importantes dans le développement de l'enfant. La psychologie de l'enfant, d'abord si on veut dire déjà la psychologie, c'est la discipline, une discipline scientifique qui s'intéresse au comportement de l'être humain, à l'esprit. Vous voyez bien l'esprit qui se manifeste. L'esprit n'est pas perceptible. Ça se manifeste par nos agissements, par nos comportements. Donc nos comportements, nos agissements sont les éléments par lesquels cette science parvient quand même à nous analyser et à apporter des réponses à nos besoins. Voilà. Ce qui concerne la psychologie de l'enfant, effectivement, qui concerne l'être humain en tant que tel. Parce que, pour se comprendre, pour l'être humain, tout part de l'enfant. L'être humain, l'évolution psychique de l'être humain est dynamique. Tout part de l'environnement. Et le début de cet environnement, ça part dès le sein maternel, dans quel climat l'enfant est conçu. Voilà, l'enfant dès le sein maternel perçoit l'environnement immédiat, la température de sa mère, les émotions de sa mère. Ce sont les premiers éléments quand même qui arrivent à forger l'être humain. L'enfant naît dans une famille, d'une mère et peut-être à côté d'un père ou bien d'une famille. Et tout cela contribue à forger l'identité de l'enfant qui essaie de rééquilibrer cette relation, qui intervient aussi comme le troisième personnage de l'histoire, comme aussi le symbole de la loi. Et ainsi de suite, vient aussi les autres, la fratrie, les frères, les sœurs, la grande famille. Sur le plan cognitif, un enfant de 2 ou 3 ans ne peut pas avoir la même capacité d'apprendre les mêmes choses et d'incorporer des connaissances qu'un enfant de 8-10 ans. Pas de stade sensorimoteur où l'enfant juge, apprend à travers le toucher, à travers la sensation, à travers l'odorat. Et ensuite, au fur et à mesure, ça c'est dès la petite enfance, le nourrisson. Au fur et à mesure, on peut parler aussi du stade préopératoire, le stade opératoire, où l'enfant arrive à faire des opérations concrètes, comme au niveau des stades des opérations concrètes, faire des petits calculs. Un bâtonnet plus un bâtonnet, ça fait 2. 3 bâtonnets plus 2, ça fait 5 bâtonnets. Ça, on peut parler des stades des opérations concrètes. Mais au-delà de ça, c'est-à-dire vers la fin du primaire, à 10-11 ans, là, on peut parler même des stades des opérations non formelles. C'est-à-dire ça intervient aussi le degré d'abstraction de l'enfant. On peut faire des opérations, manipuler des chiffres, manipuler des données, et ainsi de suite. Donc, vous voyez très bien qu'à ce niveau, le degré d'apprentissage, le niveau d'apprentissage de l'enfant évolue, ainsi de suite, jusqu'à l'adolescence. Donc, ça, c'est ce qu'on peut dire par rapport au niveau de l'évolution de l'enfant. Toutes ces théories du développement de l'enfant et votre expérience vous ont amené à
à travailler avec des enfants qui étaient dans la rue. Oui. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire comment il arrive qu'un enfant se retrouve dans la rue? Et qu'est-ce que ces enfants dans la rue, quelles sont les souffrances que rencontrent ces enfants dans la rue? Comment vous les prenez en charge? D'accord. Les enfants qui se retrouvent dans la rue, comme souvent, c'est vrai qu'on a tendance à abuser en parlant des enfants de la rue, bien que la rue ne fait pas des enfants, les enfants dans la rue, c'est des enfants qui se retrouvent dans la rue. Ça veut dire qu'ils ont quitté d'un certain milieu familial, généralement, pour se retrouver dans la rue. Mais ce que déjà il faut se dire dès le départ, c'est que quand même, quitter de la famille à la rue, on quitte là où il fait moins bon, là où il fait mal, là où on souffre pour fuir, c'est la souffrance. Pour aller là, on espère qu'il fait plus ou moins bon vivre. Donc l'enfant quitte déjà une souffrance, fuit une souffrance pour aller à la recherche d'un milieu beaucoup plus sécurisant, bien qu'il se trompe souvent d'ailleurs. Donc ça peut dire qu'il y a des problèmes qui poussent l'enfant à sortir. Mais malheureusement, beaucoup d'éducateurs, beaucoup de parents ne sont pas assez attentifs à cette situation. On a tendance à juger les enfants. Donc qu'est-ce qui fait souvent quitter les enfants, les familles? C'est généralement la maltraitance, les violences. Disons clairement, c'est les violences. Il y a les violences physiques, il y a les violences psychologiques ou morales. Et quand on parle aussi des violences psychologiques ou morales, c'est généralement aussi les abandons. Quand on dit les abandons, il y a des enfants qui sont dans des familles et qui sont victimes de négligence, soit parce que le papa s'est remarié avec une autre femme, la maman est décédée, ou bien le papa est remarié. Et le beau-père ou bien la belle-mère a des attitudes vis-à-vis de l'enfant qui font souffrir l'enfant de négligence. Donc, et même, peut aller même au-delà jusqu'aux violences physiques. Pour ce qui concerne le Burkina, il y a aussi le fait des enfants, les enfants talibés. Alors, les enfants qui se trouvent dans les écoles coraniques, beaucoup d'enfants se retrouvent dans la rue par le biais des écoles coraniques. Beaucoup de parents envoient leurs enfants à l'école coranique pour leur éducation. Quand l'enfant fuit la souffrance dans la famille, qu'il vit en famille, pour aller dans la rue, il arrive très bien souvent aussi qu'effectivement, dès le premier moment, l'enfant retrouve du réconfort. Parce que quoi qu'on dise, la rue est très séduisante. On est libre, on est accueilli, on n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. On mange quand on veut, on dort quand on veut, on demande, et bon, on est livré à soi-même sans le contrôle. Mais maintenant, malheureusement aussi, comme c'est la rue, on dit bien la rue parce qu'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règles. Donc l'enfant est livré, et c'est la jungle, disons, l'enfant est livré au plus fort que lui, qui peuvent en abuser comme il en entend. Donc de la part même de ses camarades, il est victime d'agression, voilà, physique, voilà. L'enfant aussi devient une proie facile aussi des prédateurs sexuels, ce qui est très courant. La rue et la délinquance, ça va ensemble. Donc un enfant de la rue, il est rare quand même qu'un enfant de la rue n'ait pas un pied dans la délinquance. Et pourquoi? Parce que quand même la délinquance est un moyen de survie. J'aimerais que vous nous disiez quelques mots à propos de quelle prise en charge pour ces enfants. Ok. Quelle prise en charge pour ces enfants? Le psychologue ici intervient comme un élément dans le dispositif de la prise en charge de ces enfants dans la rue. Un des premiers au niveau des enfants dans la rue, ce qu'il faut faire d'abord, c'est créer le lien entre l'enfant, renouer le lien entre l'enfant et la société. Voilà, c'est un enfant qui est dans un milieu, disons, sauvage, où il n'y a pas de règles, où il est livré à lui-même. Et il faut d'abord créer le premier contact, renouer l'enfant avec la société. À travers des interventions, des équipes qui peuvent être dans la rue, en créant des liens entre l'enfant et l'éducateur, voire les éducateurs qui le suivent, créer le dialogue, les échanges, voilà, que l'enfant ait un référent même étant dans la rue, ou pourquoi pas aussi, par exemple, au niveau de la structure de prise en charge, que l'enfant ait un point où il peut aller exprimer ses besoins, qui peuvent être liés des besoins sanitaires, des besoins de santé, des besoins alimentaires, des frustrations, par exemple, aller se plaindre des agressions.
Ça déjà, ça permet à l'enfant de renouer avec la société. Le deuxième aspect aussi, c'est créer de renouer le lien entre l'enfant et puis la famille. Ça permet à l'enfant d'avoir un repère. Quand on dit tout un chacun a une famille, a une référence sur quoi s'identifier. Bon, c'est vrai que généralement aussi, les familles ne sont pas toujours... Il y a des familles quand même qui sont carrément déstructurées, hein, disons-le clairement, qui ne peuvent pas offrir de cadre stable au niveau de l'enfant. Là, maintenant, intervient davantage aussi la responsabilité des autorités, voilà, pour la prise en charge de l'enfant. Donc, l'autre aspect qui est là en ce moment, si la famille est en difficulté de prendre en charge l'enfant, il y a les structures d'accueil, et voilà, pour prendre en charge l'enfant. Donc, un des principaux aspects de la prise en charge, surtout psychologique, c'est de permettre à l'enfant d'exprimer ses besoins, l'enfant d'exprimer ses émotions, permettre à l'enfant à ce niveau de manifester ses besoins d'affection, de retrouver de l'affection. C'est important. C'est important pour l'enfant de se sentir estimé, de se sentir reconnu en tant qu'être à part entière. Donc ça, ce sont les premiers éléments qui permettent de resocialiser l'enfant avant d'entreprendre d'autres mesures éducatives qui sied, comme la scolarisation, la formation, ou même le retour en famille, pourquoi pas. Mais c'est un processus de longue haleine qui est très très difficile, qui demande beaucoup d'engagement personnel des encadreurs sur le terrain et beaucoup surtout de moyens financiers. Et s'il y a maintenant des blessures physiques, il y a des lésions, intervient maintenant la prise en charge sanitaire. Mais sur le plan psychologique, il y a cette écoute, mais sur le plan psychologique seulement, ça ne suffit pas, parce que le milieu environnant fait partie. Mais déjà, ce que nous faisons à ce niveau, c'est déjà, ça veut dire faire de notre mieux pour que les intervenants prennent conscience de cette situation de fait, pour pouvoir intervenir à leur niveau, que ce soit, ça peut être au niveau de la santé, au niveau des services de la santé, et au niveau des éducateurs, et au niveau aussi de la justice pour des plaintes, voilà, pour des poursuites. Ce qui est dangereux, c'est le tabou. Voilà où est la banalisation. Ne pas en parler, c'est là le vrai danger. Ne pas en parler, voilà, on passe comme une éponge là-dessus, on n'en parle pas, et on laisse l'enfant avec sa douleur, avec sa blessure, avec des conséquences inimaginables, et ainsi de suite. Mais pour des enfants qui ne sont pas de la rue, des enfants qui sont en famille, victimes de violences, d'abus sexuels, on en a reçu des cas. Là, c'est beaucoup plus facile, bien que aussi c'est pas aussi simple que ça. Au niveau du volet judiciaire, il faut le dire aussi, le volet judiciaire est thérapeutique. C'est ce que les gens oublient, parce que la justice n'est pas seulement pour punir l'auteur, mais la justice aussi permet aussi à la victime de manifester sa souffrance, que sa souffrance soit reconnue, que sa personnalité soit estimée à sa juste valeur, et qu'on ne banalise pas. Et ça déjà, une fois que ta douleur, ta blessure est reconnue par la société, c'est déjà très très important. Donc ça fait partie aussi de la restauration de la santé mentale de la victime. Alors, il me semble aussi qu'on devrait s'arrêter sur un certain nombre de points fondamentaux pour les psychologues que nous sommes. C'est aussi bien toutes ces violences des enfants qui sont dans la rue que les violences que rencontrent les enfants de manière générale, incluant les violences sexuelles. J'aimerais que vous nous fassiez un point sur l'importance, à quel point, ces violences dont sont victimes les enfants vont augurer de leur vie future. Est-ce que vous pouvez nous faire un point là-dessus? D'accord, merci. Quand le cristal se brise, on peut très bien reconstituer le cristal. Voilà, peut-être avec la colle, le consomme, mais les fissures restent. Les fissures restent. C'est-à-dire, c'est pour la vie. Également aussi pour les enfants victimes de violences, comme des violences sexuelles, le choc est tellement violent, tellement destructeur, tellement déstructurant, que même la personnalité de la personne, de l'enfant est touchée. Ça remet en cause tout son parcours, ça réinterroge tout son vécu. Donc il y a toute une déstructuration qui est là. Et dites-nous quand même, selon le degré de la violence, pour revenir à la violence sexuelle, c'est quand même l'intimité de l'enfant qui est agressé, qui est touché de manière violente. Bon, même si l'enfant souvent ne s'exprime pas, on a souvent tendance à vouloir juger l'enfant par ses expressions. Et quand il ne s'exprime pas, on a tendance à juger cela. Mais ce que l'enfant ne dit pas est plus important que ce que l'enfant dit. Donc pour dire que
ça destruit profondément l'enfant. Et à partir de ce moment, si on y prend garde, on ne prend pas en charge immédiatement, le plus tôt possible, l'enfant, la personnalité future de l'enfant va en partir et de manière désagréable. Bon, généralement, c'est vrai que même c'est toléré dans certains pays, généralement quand on parle de les pervers sexuels, même le comportement sexuel de certaines personnes, comme la perversité sexuelle, souvent ce sont des victimes d'abus sexuels dès le bas âge. Ça, c'est une des conséquences. Et à partir du moment où une personne n'a plus l'estime de son corps, l'estime de soi, voilà, la personne ne s'aime plus, imaginez quelle attitude cette personne va avoir dans la société. Cet enfant aura des comportements autodestructeurs, comme aussi des comportements aussi destructeurs vis-à-vis de la société. Les jeunes filles ici de la prostitution, la plupart des prostituées, beaucoup ont été victimes d'abus sexuels. Ça, c'est une réalité. Donc, pour dire que pour un enfant victime de violences physiques graves ou de violences sexuelles graves, il faut immédiatement le prendre en charge. Parce que sans quoi, quand même, c'est l'avenir d'un enfant qui est en train d'être bousillé en l'air. Et à travers ce que vous dites, j'entends bien aussi que individuellement, c'est une catastrophe en termes de déstructuration, de déstabilisation et d'anéantissement du moi et de la personnalité de l'enfant. Mais ce qui veut dire par ricochet qu'il y a une incidence extrêmement importante dans la société, dans le fonctionnement de la société. Le psychologue a un grand rôle à jouer dans cet état de fait, dans cette situation. Mais malheureusement aussi, ça demande, comme vous le dites là, un grand dispositif qui fait que seul le psychologue ne peut pas résoudre ce problème. C'est beaucoup plus aussi ce que nous pouvons faire à ce niveau, c'est beaucoup interpeller les acteurs de la place à beaucoup plus de conscience, que ce soit au niveau des autorités, au niveau du monde éducatif, à beaucoup plus de conscience au niveau des structures de prise en charge, à prendre en compte quand même certains principes de la prise en charge de l'enfant. Parce qu'il faut qu'on se dise, même de certaines structures de prise en charge des enfants victimes de violences, c'est des structures, disons, maltraitantes, même qui perpétuent de la violence, voilà, sur ces mêmes enfants. Malheureusement, il faut se le dire, c'est une réalité qui est là. Donc, tous les ensembles des acteurs quand même sont interpellés à davantage d'engagement, de prise de conscience, de prise en compte de cette dimension de la souffrance de l'enfant. On le dit partout, mais bon, surtout chez nous en Afrique, quand on parle de droits de l'enfant, on se dit que c'est un luxe, ça c'est un truc occidental. Alors que l'être humain est universel. Nous avons les mêmes besoins, nous avons les mêmes faiblesses, il n'y a pas une question de culture ici. Donc la souffrance n'a pas de couleur. J'ai envie qu'on mette la conclusion sur cet aspect-là. Oui. Qui me semble très important. Oui. C'est la question du cadre. Cadre, ah oui. Parce que quand on dit, oui, mais la violence, c'est culturel, il faut frapper les enfants parce que c'est culturel, ce qui est complètement aberrant. Ce sont les hommes qui font la culture, ce n'est pas la culture qui font les hommes. Mais il me semble qu'on doit poser la question du cadre. Que, quel que soit, on peut poser un cadre qui est celui de notre espace culturel, celui de l'espace géographique dans lequel on vit, mais il est important de poser un cadre. Un cadre, c'est quoi? C'est cet espace, c'est ces règles, c'est ces modes de fonctionnement qui font que les êtres humains peuvent se sentir en sécurité, que les êtres humains peuvent se sentir compris. La notion du cadre est très importante. Comme on le dit, effectivement, évoquer le droit de l'enfant, ce n'est pas de la permissivité. Parce que quand même, on peut dire aussi que la permissivité aussi, ça peut être une forme de violence faite à l'enfant, parce que c'est déstructurant, ça laisse l'enfant en dehors de tout cadrage, de tout encadrement, livré à lui-même. Donc effectivement, le cadre est très important, comme vous le dites, au niveau même de laquelle ça commence d'abord par la famille. Il y a des règles à respecter, il y a des droits de l'enfant à respecter, il y a des rôles aussi que les parents doivent avoir, parce que quand on parle de droits, il y a des rôles que les parents doivent avoir. Même quand on parle aussi, c'est vrai que souvent on a un abus, mais on parle souvent des devoirs de l'enfant, voilà, notamment au niveau de la Convention africaine des droits de l'enfant, ce qui est aberrant, parce que l'enfant n'a pas de devoir. Oui, même si on peut le dire, les devoirs de l'enfant sont plutôt les devoirs des parents. Un enfant qui ne travaille pas bien à l'école, on ne va pas demander des comptes à l'enfant.
on demande des comptes aux parents pourquoi l'enfant n'a pas travaillé à l'école. Donc les devoirs de l'enfant sont plutôt les devoirs des parents. Pour dire que les parents ont un devoir, les parents ont des devoirs avec les enfants pour beaucoup plus encadrement. Comme aussi l'État aussi a des devoirs, une responsabilité, une grande responsabilité. Parce qu'un enfant qui n'a pas ses parents à côté, ou des parents qui ne sont pas capables de le prendre en charge, la responsabilité incombe à qui? Ça incombe à l'État, c'est l'État le premier. Donc ça veut dire qu'il y a ces éléments quand même que l'État doit mettre en place quand même pour quand même plus en compte, davantage de prise en compte des droits de l'enfant. Cela passe par les services sociaux pour mettre le cadre nécessaire, les moyens nécessaires pour la prise en charge de ces enfants. Les formations aussi nécessaires, les professionnels aussi nécessaires à mettre à disposition de ces services. Bien que nous avons beaucoup de priorités, mais c'est une priorité aussi, ce qu'on dit aussi, la prise en charge de l'enfance aussi, et le volet éducatif, la santé mentale. On a tendance à les négliger, mais tout revient à ça. Vous allez beau résoudre les problèmes économiques, vous allez toujours revenir, tout revient à ça. Une fois qu'on ne tient pas compte de cet aspect. L'objectif de cette émission, c'est de mieux faire connaître notre profession, notre profession de psychologue, et du rôle que les psychologues ont à jouer dans la société, et notamment par l'exemple que vous venez de nous développer, qui est donc la protection, la prise en charge des enfants, qui est indispensable pour une société meilleure. Et je vous remercie infiniment, et Ouassam Iria vous remercie d'avoir participé à faire mieux connaître notre profession. Merci Madame Ouattara, merci à vous, merci à Ouassam Miria, si je l'ai bien prononcé, qui m'a donné l'opportunité de m'exprimer sur un sujet vraiment d'une très grande importance, notamment la prise en charge des enfants de la rue, la santé mentale des enfants, très important, et surtout aussi le droit des enfants. Merci et bon vent à l'émission. Merci.